C'est l'heure de l'information sur RTI 1. Bienvenue. Dans le 20h ce 10 mai, le portrait de Chantal Nanaba Camara. Suite à un décret présidentiel, elle est depuis hier présidente du Conseil constitutionnel, organe chargé notamment de veiller à la conformité des scrutins présidentiels et parlementaires. Nous verrons en début de journal le parcours de cette magistrate chevronnée et qualifiée de rigoureuse. Les femmes chefs d'entreprise à la rencontre de Kandia Camara. Elles ont demandé le soutien et l'appui de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Ces femmes réunies au sein de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise souhaitent bénéficier de plus d'opportunités d'affaires. Il est à Washington pour booster la diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, s'est exprimé à la tribune de l'Institut des États-Unis pour la paix. Il a animé un panel sur la consolidation de la paix et la stabilité dans la sous-région. Et puis ce drame au Nigeria, 15 enfants morts noyés et 25 autres portés disparus dans le naufrage d'un bateau. L'embarcation avait à son bord une quarantaine d'enfants qui se rendaient dans une forêt environnante en quête de bois de chauffe. Bonsoir à tous. Elle a été nommée hier mardi 9 mai par décret présidentiel. Chantal Nanaba Camara prend la tête du Conseil constitutionnel à la suite de Mamadou Koné dont le mandat est arrivé à son terme. À 69 ans, elle a le rang de magistrate hors hiérarchie et elle a la réputation d'avoir un parcours professionnel impressionnant. Voyons cela avec Mahama Traoré. Elle a la réputation d'être une grande figure du droit ivoirien, un serviteur de l'État rigoureux et attaché à l'application pure et simple de la loi. Tout ceci dans la discrétion, car Chantal Nanaba Camara reste jusque-là peu connue du grand public, tant elle a su cultiver la sobriété durant son parcours. D'ailleurs, peu d'images filtrent à son sujet. Magistrate chevronnée, Chantal Nanaba Camara est nommée en juillet 2011 présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, suite au départ du magistrat Tiakone. Presque 9 ans plus tard, en avril 2020, elle est désignée comme présidente de la Cour de cassation, une juridiction consacrée par la Constitution du 8 novembre 2016. Mai 2020, elle devient présidente du Conseil supérieur de la magistrature, avant sa nomination ce 9 mai 2023 comme la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, organe indépendant, impartial et régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Chantal Nanaba Camara succède ainsi à Mamadou Koné en poste depuis février 2015 pour un mandat de 6 ans à compter du 21 juillet prochain. L'histoire retiendra qu'elle est la première femme ivoirienne à diriger la Cour de cassation, la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire en Côte d'Ivoire, et le Conseil constitutionnel. Chantal Camara est distinguée dans l'Ordre national de la Côte d'Ivoire depuis juin 2013 et est membre fondatrice de la Fondation pour le développement de la justice en Afrique, dont la mission est de promouvoir l'accès à la justice et le respect des droits de l'homme sur le continent. Tout comme le Conseil constitutionnel, une autre institution de l'État en plein mouvement, l'Assemblée nationale. Son président est en ce moment même à Washington, aux États-Unis. Il dirige une mission en vue de donner un plus à la diplomatie parlementaire. Adama Bictogo s'est exprimé sur la consolidation de la paix et la stabilité dans la sous-région à la tribune de l'Institut des États-Unis pour la paix. Retrouvons nos envoyés spéciaux Michel Digré et Adama Sangaré. Institut des États-Unis pour la paix, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est l'invité spécial d'un panel sur la contribution des parlementaires à la promotion de la paix et de la stabilité au plan national et dans la sous-région. Le vice-président de l'Institut donne les enjeux des débats. Cette conversation arrive à un moment opportun, alors que la Côte d'Ivoire a été sélectionnée par l'administration Biden comme un pays prioritaire dans la stratégie américaine pour empêcher les conflits afin de consolider la paix dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Adama Bictogo pose le diagnostic des sources d'instabilité dans la sous-région. L'Afrique a 77% de sa population qui est jeune. En termes d'analyse économique, si on regarde une population jeune, c'est la population la plus consommatrice.
Mais elle est consommatrice quand elle a un pouvoir d'achat. Mais elle devient une menace quand elle est pauvre. Et c'est ce que l'Afrique vit. Donc devant le manque d'emploi pour les jeunes, le terrorisme a su s'engouffrer. Pendant plus d'une heure de débat, Adama Bictogo a répondu à toutes les préoccupations des intervenants. Il a présenté les initiatives engagées par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le terrorisme. Après avoir fait le diagnostic de la situation sécuritaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, le président a décidé que la formation professionnelle soit une priorité au niveau de l'éducation, que l'employabilité des jeunes soit une priorité, d'autant plus que ce terrorisme a pour terreau fertile le manque d'emploi des jeunes. Je pense que c'est dans le cadre de la diplomatie parlementaire et de rapprochement avec les institutions américaines, ce qui est une très bonne chose parce que, comme il a dit, les États-Unis sont un partenaire important pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Pour renforcer ce partenariat, notamment avec les institutions américaines, la délégation ivoirienne a eu plusieurs séances de travail à Washington, dont celle avec l'honorable Troy Carter, membre du Congrès représentant les États-Unis au 2e district congressionnel de Louisiane. Quand j'ai visité la Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que c'était un peu frère et j'ai été accueilli chaleureusement. C'est un honneur pour moi de partager ce même degré de fraternité avec vous ici à Washington. Prochaine étape de cette mission, la Louisiane, où la délégation ivoirienne rencontrera plusieurs autorités de cet État. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise qui a rencontré la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Cet instrument de mise en commun des potentialités féminines, notamment en matière d'entrepreneuriat et de leadership, souhaite être appuyé par la ministre pour un champ d'action plus large. Franck Wadio. Les femmes chefs d'entreprise rencontrent la ministre d'État, Kandia Camara, à son cabinet. Au-delà des civilités, ces femmes sont venues présenter leur projet, une déclinaison en plusieurs axes au profit des femmes entrepreneurs. D'abord, nous avons des projets spécifiques au niveau des femmes entrepreneurs, c'est-à-dire de créer un cadre propice pour ces femmes afin que ces femmes puissent s'épanouir dans ce qu'elles font, créer des opportunités d'affaires, surtout renforcer les capacités des femmes. Ensuite, nous voulons aider les femmes à formaliser leur entreprise pour leur permettre de bénéficier des opportunités et avoir accès au marché public. Des femmes plus concurrentes pour avoir de plus en plus accès au marché public, Kandia Camara valide et s'engage à leur côté. Moi-même, en tant que femme leader, je me tiens à leur côté pour les encourager à faire en sorte que les femmes de Côte d'Ivoire, qui sont très importantes, très nombreuses, très engagées, très déterminées, très dévouées, que ces femmes-là prennent conscience de leur rôle important en Côte d'Ivoire ici, dans l'économie ivoirienne et faire en sorte que leur contribution soit encore plus grande. La Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise est un creuset d'expression mais aussi de formation leadership féminin. Yasmine Sadja vient d'être élue à la tête de cette chambre. À Jacquesville, la compagnie pétrolière Foxtrot respecte ses engagements en dégageant une enveloppe de 1 milliard de nos francs pour des programmes sociaux. Sur la période 2019-2022, cette somme aura permis de construire des établissements scolaires et sanitaires. Dans la localité, les attentes restent cependant nombreuses suite à l'exploitation pétrolière menée par la multinationale au large de Jacquesville. Dangui. Foxtrot International, une entreprise possédant 2 plateformes pétrolières en mer au large de Jacquesville, respecte ses engagements en faveur des populations riveraines. C'est le patron de cette entreprise pétrolière qui a fait cette annonce le 5 mai dernier lors de la cérémonie de remise officielle des projets sociaux 2019-2022 de Foxtrot International en faveur des populations de Jacquesville. Dire qu'on est satisfait, pas du tout, parce que ce que nous recevons pour la population ne représente qu'une infime partie des demandes qui sont exprimées. Jusqu'à présent, si vous pratiquez cette voie de Jacquesville à Toukouzou, mais c'est difficile pour une courte distance d'environ 50 à 60 km
c'est des heures qu'il faut mettre. Alors nous demandons le bitume de ce TAS qui nous tient vraiment à cœur. Côté Foxtrot International, on se frotte les mains avec le sentiment d'un engagement respecté. Depuis 2019 jusqu'en 2022, plus d'1 milliard de francs CFA ont été investis en œuvres sociales dans le département de Jacquesville. Œuvres sociales, on entend par œuvres sociales des logements de maîtres, des écoles, des châteaux d'eau, des infrastructures. Je dois dire aussi que c'est une obligation que nous avons, une obligation du contrat de partage de production qui oblige les opérateurs à consacrer une certaine somme tous les ans pour les œuvres sociales des populations affectées par leur activité. Donc c'est le cas des populations de Jacquesville. Foxtrot International est l'opérateur pétrolier qui exploite en joint venture avec Petroci les blocs offshore CI-27 et CI-12 en Côte d'Ivoire en vue de la fourniture de gaz naturel au secteur de l'électricité ivoirienne. L'Agence universitaire de la francophonie pilote à Abidjan une rencontre sur le renforcement de la coopération régionale dans le domaine de l'enseignement à distance. Les participants sont issus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Angela Diallo et Jean-Marc Djadji. Une plateforme régionale sur le e-learning au centre des réflexions des universitaires ouest-africains. Les étudiants de la sous-région ont eu recours aux formations en ligne avec la fermeture des écoles durant la pandémie de la Covid-19. L'insuffisance relevée dans le déploiement du dispositif numérique dans certaines localités a causé des inégalités d'accès, d'où l'importance de cette activité. Cet atelier a pour ambition de mettre en place une feuille de route, de poser des jalons, mais aussi un cadre commun de travail. Et les recommandations qui vont en résulter auront un retentissement certain. Parmi les thématiques abordées, la qualité des offres de formation à distance, le financement, les infrastructures numériques et la connectivité. L'État a consenti depuis 2011 un effort financier sans précédent pour la réhabilitation, l'extension et l'équipement des universités existantes. Je reste convaincu que cette table ronde débouchera sur des recommandations, voire des décisions qui aideront à engager les mesures idoines afin de relever ensemble les défis du e-learning. Cette rencontre a enregistré la participation de 4 autres ministres de l'enseignement supérieur, dont le Bénin, le Niger, le Togo et la représentante du ministre du Burkina Faso. Les recommandations issues des différents échanges ont porté sur l'utilisation efficace des TIC pour élargir et partager les opportunités qu'offre l'e-learning. Direction Rabat au Maroc, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire, Kobenan Kwasi Adjoumani, a été reçu par le Premier ministre marocain. Une rencontre qui intervient peu après la clôture de la 15e édition du Salon international de l'agriculture de Meknes. Hervé Blé et Ambroise Assémon nous disent ce qui en ressort. L'audience accordée par le Premier ministre marocain Aziz Akanouche au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, vient clore une visite de travail de près d'une semaine au Maroc. Kobenan Kwasi Adjoumani, présent au Maroc dans le cadre du SIAM 2023, a traduit à son hôte la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour la coopération exemplaire qui unit leurs deux pays. Il est de notre devoir de venir traduire toute notre reconnaissance à ce grand pays, à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et au Premier ministre. Nous avons parlé de développement dans notre secteur d'activité et il a vraiment apprécié le travail important qu'a son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons porté aussi l'invitation du Premier ministre ivoirien à son homologue qui doit être présent très bientôt en Côte d'Ivoire en juin dans le cadre d'un forum. Fini sa participation au Salon international de l'agriculture au Maroc, la Côte d'Ivoire a les yeux rivés sur le Sahara. Prévu le mois prochain à Abidjan, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales se veut un rendez-vous de l'excellence.
Qui dit agriculture dit également nutrition. Et dans ce cadre, depuis 4 jours, une délégation de la Banque mondiale effectue une mission de supervision dans 14 régions. Elles sont bénéficiaires du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Les cibles principales, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes en état d'allaitement ou encore en âge de procréer. L'étape de la région du Bélier avec nos reporters Khalil Diomondé, Didier Nguessan et Fernand Conan. La Banque mondiale et le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance à Tomodi, dans la région du Bélier. En ligne de mire, s'imprégner de l'évolution du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance, financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Lancé en 2018, le projet vise à éradiquer la malnutrition dans 14 régions de la Côte d'Ivoire. Avec son déploiement dans la région du Bélier, le nombre d'enfants malnutris aigus modérés est passé de 246 en 2021 à 68 en 2022. Quant au nombre de malnutris aigus sévères, il est passé de 77 à 20. Les enfants, effectivement, ont repris du poids de la bête et donc ils se portent mieux. Et c'est cela aussi, un État qui est assez sérieux comme l'État du Côte d'Ivoire, qui veut effectivement prendre la santé de ses enfants en charge. Nous sommes satisfaits effectivement du travail qui a été produit. Bien que satisfait, le bailleur appelle les équipes à redoubler d'efforts pour parvenir à 0 enfant malnutri sévère, ce en misant fortement sur la prévention. Nous connaissons bien beaucoup de facteurs de risque qui mènent à le problème de malnutrition aiguë modérée. Et donc, agissons rapidement sur ces facteurs de risque. Et comme il a dit, la malnutrition d'un enfant ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc c'est un processus et nous revient vraiment de prévenir cette malnutrition. Et pour le faire, nous sommes en contact avec les leaders communautaires, les religieux, les leaders de la zone des femmes, de mutuelles même des villages. Donc vraiment c'est un travail d'ensemble. On doit motiver tout cela vraiment pour qu'effectivement on puisse vraiment gagner ce pari qu'est la malnutrition dans notre pays. Prochaine étape de cette mission de supervision dans le Bélier, la visite des Francs, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. Les Francs sont des espaces où se pratique le dépistage contre la malnutrition. Les enfants malnutris et leurs parents y sont pris également en charge. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remis du matériel roulant au commissariat du 37e arrondissement d'Abobo-Doumé. C'est dans la commune d'Atekoubé. Il s'agit de renforcer les capacités opérationnelles de la police. Grâce Kando. Le commissariat du 37e arrondissement d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé reçoit du matériel roulant pour renforcer sa mobilité opérationnelle et cela à la grande joie des populations. Aujourd'hui, nous avons un moyen dissuasif, le véhicule de patrouille. Notre population, notre part, c'est de nous rapprocher de la police par des informations qui puissent vraiment les aider à nous aider au niveau de la sécurité. Un don du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce véhicule est le fruit d'un effort financier consenti par le gouvernement pour améliorer non seulement vos conditions de travail et de vous permettre d'être davantage à la hauteur de la mission qu'on attend de vous. Il doit donc servir à la cause exclusive de la sécurité des personnes et des biens. Une action saluée par le ministre des Sports, par ailleurs député maire de la commune d'Atekoubé. Pour Paulin Claude Danhaut, ce véhicule va faciliter les opérations des agents de police. Notre sécurité dépend de nous-mêmes. Il nous faut faire reculer toutes les actions d'incivilité constatées ici et là. Des actions inutiles qui viennent encombrer le commissariat. Régler-les dans les communautés et au niveau des chefferies pour que la police soit dégagée pour s'occuper de notre sécurité. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous le devons à un homme qui, par son engagement et par sa vision du développement holistique de notre pays, veut que partout en Côte d'Ivoire, il y ait l'amélioration continue du bien-être des populations. Nous le devons à son Excellence, le président Alassane Ouattara. Construit en 2007 et réhabilité en mai 2019 par le conseil municipal d'Atekoubé, le commissariat du 37e arrondissement est le 3e de la commune après le 10e et le 28e. Il compte 2 commissaires, 10 officiers et 32 sous-officiers.
La journée de l'Europe est célébrée dans 27 pays de l'Union européenne. Elle commémore la déclaration Schuman, considérée comme l'acte fondateur de la construction européenne, œuvrant pour la paix. En Côte d'Ivoire, elle a été commémorée à l'ambassade de l'Union européenne en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien et de partis politiques. Laure Goretti et Chantal Akandan. Le 9 mai, c'est la fête de l'Europe, une date qui commémore la déclaration de Robert Schuman. Cette déclaration est considérée comme l'acte fondateur de la construction européenne, œuvrant pour la paix, la défense des valeurs communes et la prospérité. Cette journée est la célébration de l'unité entre 27 États membres, porteurs chacun de sa propre identité, unis dans la diversité. En Côte d'Ivoire, elle a été marquée par une célébration à l'ambassade de l'Union européenne. Nous fêtons donc depuis 1950, en fait, il y a eu une déclaration, la déclaration de Schuman, qui a été le début de la construction européenne. Donc c'était au début la France et l'Allemagne qui se sont mis ensemble pour faire un marché commun. Il y a eu 4 autres pays qui ont fait la même chose. Et donc peu à peu, c'est la fête en fait de l'unité des 27 pays maintenant de l'Union européenne, de tout ce que nous avons fait ensemble et en fait de l'élimination de la guerre, puisque avant les pays européens étaient en guerre. La fête de l'Europe a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement et présidents de partis politiques. Occasion pour l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire de revenir sur l'excellente qualité des relations entre l'organisation et la Côte d'Ivoire qui dure depuis 62 ans. Pour nous, la fête de l'Europe, c'est l'occasion aussi de célébrer les partenariats que nous avons avec nos pays tiers, comme l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici depuis 1962, donc ça fait déjà depuis très longtemps. Et les relations sont excellentes et ce sont des relations très variées, des relations politiques, des relations commerciales avec des accords de commerce, de pêche et aussi des relations de coopération et développement. Donc nous intervenons dans tous les secteurs. L'Union européenne intervient depuis 1961 dans plusieurs secteurs, notamment dans la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres. En politique, c'est depuis le 19 avril dernier que la liste des candidats RHDP aux élections municipales et régionales est connue. À Toumaudi, chef-lieu de la région du Bélier, c'est Théodore Niamian qui a été choisi afin de briguer le poste de maire. Didier Nguessan. C'est par un tonnerre d'applaudissements que les militants ont salué le choix de Théodore Niamian comme candidat du RHDP aux prochaines élections municipales à Toumaudi. Les cadres RHDP du département politique de Toumaudi commune présents à cette rencontre ont prôné l'union sacrée autour de cette candidature. Théodore Niamian a quant à lui remercié le président Alassane Ouattara, président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ainsi que le directoire du RHDP pour la confiance placée en lui. Il a confié sa candidature aux militants tout en appelant à des élections apaisées. Cela nous va droit au cœur parce que c'est le candidat idéal pour le changement de mentalité. C'est des militants qui partent gonflés à bloc parce qu'ils sont maintenant imprégnés de l'enjeu de ce que représentent donc ces élections. Les délégués et les présidents de jeunes et de femmes invités à cette réunion ont promis de descendre sur le terrain pour informer et mobiliser la base pour la victoire du RHDP aux municipales prochaines à Toumaudi. Les 10 meilleurs acteurs de développement social de 10 régions de la Côte d'Ivoire ont été primés lors d'une soirée de gala. Une cérémonie qui a également permis de lever un coin de voile sur l'Institut Raoul Folro d'Adzopé. Plusieurs œuvres d'art confectionnées par des personnes vivant avec la lèpre ont pu être vendues. Reportage. Reconnaître les mérites de plusieurs acteurs de développement de diverses régions. Une dizaine d'hommes et de femmes exerçant dans le public comme dans le privé. Tous se sont démarqués par leurs actions en faveur des populations. Les mérites de ces acteurs de développement sont reconnus à l'occasion du gala de solidarité organisé par l'agence de communication Bicom. C'est la manifestation de la reconnaissance du travail réalisé avec ces différentes grandes personnalités dont le nom rime avec excellence, rime avec développement. Il faut continuer à aller vers la population, faire en sorte que le développement dont on parle soit un développement qui prenne ses sources dans le milieu local. Voir qu'aujourd'hui nous sommes récompensés, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui vous observent et ça encourage à continuer.
Cette cérémonie ouvre une lucarne sur l'Institut Raoul Follereau. Pour soutenir son institution, des œuvres d'art des lépreux sont vendues. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a félicité les lauréats pour leur contribution à un monde meilleur. Quand nous voyons nos parents, nos frères, nos sœurs connaissent cette maladie, nous voyons tout ce qu'il y a lieu de mettre en place pour pouvoir permettre à ces personnes-là de toujours pouvoir se prendre en charge. Créée en 2019, cette agence s'est donnée pour mission de dénicher et de célébrer les meilleurs philanthropes. Ce gala de solidarité est à sa 4e édition. Abidjan abrite depuis hier mardi 9 mai la 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Ces assises sont une tribune qui permet de faire la promotion du livre et le développement de l'industrie nationale de l'édition. Jean-Marc Djadji. Une centaine de passionnés de lecture dans la salle Christian Latier du Palais de la Culture de Treichville. Dans différents stands, des œuvres littéraires et des best-sellers de tout genre leur sont proposés. Preuve que le livre est dans tous ses états pour cette 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2023, qui s'ouvre solennellement en présence de tous les acteurs culturels ivoiriens. Le SILA, vitrine de l'actualité littéraire et de promotion de l'industrie du livre, innove pour cette année 2023. Le Congo-Brazzaville est le pays à l'honneur. En qualité de pays d'honneur, le gouvernement de la République du Congo et de la Côte d'Ivoire consolide une amitié sans cesse renouvelée, laquelle amitié est incarnée par la cordialité. Ce salon est une exhortation à populariser le livre sans préférence du genre, selon la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Le livre doit demeurer un compagnon, sûr, sans peur, en dépit des mutations multiples et en particulier du numérique. La culture est inscrite dans le pilier numéro 1 du Plan national de développement PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire. Le SILA est une initiative à promouvoir. Que dans les 5 années qui viennent, l'engouement autour du livre sur cet espace ou en tout autre lieu soit plus fort que celui autour des festivals des arts culinaires, de la musique et du rire. Comme l'écrivain Camara Nangala en 2022, c'est au tour de Tanela Boni d'être mise à l'honneur pour sa riche carrière, pour cette cérémonie d'ouverture du SILA. Ces assises du livre s'achèveront le 13 mai prochain. Et nous restons sur la scène culturelle où ce même 13 mai, 2 artistes chanteurs venus du Mali donnent un concert au Palais de la Culture d'Abidjan. Tonton Pal et Bikini ont été accueillis par leurs fans à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mardi 9 mai 2023, 18h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le couple de chanteurs maliens, Tonton Pal et Bikini, est à Abidjan pour un concert. Traoré Mariam, marraine du concert, et plusieurs femmes venues en grand nombre les accueillir. Je suis fan de Bikini. J'aime sa manière de chanter, sa manière d'être, j'aime tout chez elle. Un concert pour encore témoigner des rapports de fraternité entre les peuples ivoiriens et maliens. Heureux de communier pour la seconde fois avec le public ivoirien, les artistes livrent leurs impressions. La Côte d'Ivoire, c'est un pays frère au Mali. On vient d'abord pour l'amour qu'on porte pour ce pays et pour ce que les citoyens de la Côte d'Ivoire portent en termes d'amour pour nous aussi. C'est une fierté d'être là en Côte d'Ivoire. En tout cas, ne vais pas me faire choter torosa. Mais bolo la herebe dama. Kadusu suma farao ko baba. Tonton Fall et Bikini, 2 étoiles montantes de la musique au Mali, comptent à leur actif plusieurs festivals et scènes en France, au Burkina Faso et au Niger. Mot de passe, Jarabi, des titres issus du répertoire de ces artistes qui feront à coup sûr frémir les mélomanes ce 13 mai 2023 au Palais de la Culture de Treichville.
Voilà, engouement suscité par cet événement montré dans ce reportage de Serge Pacom Didi et Grace Kando. Engouement dans un autre domaine, mais qui n'a malheureusement pas porté, c'est un sport. Coupe de la Confédération CAF. La SEC Mimosa a été tenue en échec, 0 but partout, par la formation algérienne de l'USM. L'équipe de la SEC Mimosa peut nourrir des regrets après plusieurs occasions vendangées. Opposé au club de l'USM Alger dans le cadre du match aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération, le représentant ivoirien démarre bien la partie et ouvre le score juste avant la demi-heure de jeu. Mais l'arbitre tchadien invalide pour une position d'hors-jeu après consultation de la VAR. Dans la foulée, Sankara Karamoko est tout proche d'ouvrir la marque, mais sa reprise frôle le cadre. Dominateur, les poulains de Julien Chevalier ne laissent pas retomber la pression en seconde période. Nguesson Pokou à la balle de l'ouverture du score juste après l'heure de jeu, mais le gardien algérien se montre à nouveau décisif. Malgré la bonne volonté des jaunes et noirs de débloquer la situation au tableau d'affichage, le score en reste là. 0-0, score final. Et le match retour pour la qualification pour la finale se jouera le mercredi 17 mai au stade d'Alger. À l'international, au Nigeria, 15 enfants sont morts, noyés, et 25 autres portés disparus suite au naufrage de leur embarcation dans le nord-ouest du pays. Comme chaque matin, ces enfants allaient chercher du bois de chauffe dans la brousse de l'autre côté de la rivière Chagari lorsque leur embarcation surchargée a chaviré, selon la déclaration du responsable administratif du district qui a supervisé l'opération de sauvetage. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Retrouvez-nous également sur rti.info. Je vous dis bonsoir et à demain.